Chers amis supporters, bonjour, bonsoir, vous connaissez la formule. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. Alors, trêve internationale oblige, il n'y a pas de match de Ligue 2 ce week-end. Alors, je pense que c'est le moment au premier quart du championnat de faire un premier bilan de ce FC Metz 2024-2025. Les tops, les flops, la nouvelle philosophie de jeu, le 11 type de Stéphane Le Mignan. Donc c'est l'heure de faire le point et pour en parler, j'accueille mes acolytes du jour et bien sûr, honneur aux dames. Virginie Bernard est avec nous. Bonjour ma chère Virginie, comment ça va ? Bonjour à tous, ça va plutôt bien. Et vous, ça va ? Bon ça va, le FC Metz nous manque un petit peu, enfin le FC Metz compétition nous manque un peu mais ça va. Alors à tes côtés, nous avons qui ? Nous avons notre analyste tactique préféré, Thomas Socket-Doué. Salut Thomas. Salut tout le monde, ouais c'est vrai que c'est un peu embêtant quand on a cette période un peu où on s'ennuie ici et là, mais bon, faut quand même un peu en parler un peu pour s'occuper parce que ça va bientôt reprendre, donc faut y aller. Non mais c'est pas grave, on a l'équipe de France de Griezmann et Mbappé. Oui. Tu veux pas aller en boîte en Suède Ouais, vas-y, j'y vais. Et enfin, vous l'avez reconnu, l'homme aux 1000 casquettes, Arthur Carmet est avec nous. Salut Arthur. Salut Gérald, salut à tous. Alors j'en ai une à côté, mais c'est pas du tout. Bon, on la voit pas avec le montage. Le lancement est complètement foiré, mais je vous souhaite bien le bonjour, mes chers acolytes. C'est plus authentique comme ça, c'est plus authentique. Exactement. Alors, les copains, hier le FC Metz jouait en amical face au RFC Serein, victoire 4-1 des Messins. L'occasion de faire une grosse revue d'effectifs pour le coach breton pendant cette trêve internationale. Et c'est, je pense, le moment idéal donc pour faire un premier bilan au premier quart de saison. 8 matchs, 4 victoires, 3 nuls, une défaite. Virginie, ce début de saison, est-ce qu'il te paraît abouti, convaincant ? On t'écoute. Plutôt bon début de saison, une équipe agréable à voir jouer. Ça, c'est ce que je retiens le plus de cette nouvelle équipe, de ce nouveau FC Metz, avec ce nouvel entraîneur, nouvelle philosophie de jeu. Je suis un peu restée sur ma faim parce que beaucoup de matchs nuls, notamment à domicile, cette défaite face à 3, il m'a manqué un petit manque de hargne en fait. Je me suis dit, on s'est un peu laissé avoir. Et voilà, je pense que là-dessus, il va falloir qu'il change un petit peu, qu'il s'enhardisse un petit peu, parce que la lutte à la montée va être quand même difficile. Il y a quand même pas mal de clubs en lice. Donc, il faut plus laisser s'échapper comme ça quelques points en se disant, oh, c'est pas grave, un match nul, c'est pas mal. Je pense qu'il faut vraiment se positionner en tant que leader. Mais sinon, oui, dans le jeu, en tout cas, cette équipe du FC Metz m'a plu. Donc, tu vois, ce serait plus au niveau physique, tu as trouvé peut-être l'équipe un peu en dessous, quoi, c'est ça ? Non, même mental. Ils sont autorisés le fait d'avoir qu'un match nul. Je les ai pas vus aller vraiment tout faire pour aller chercher cette victoire, notamment au début de la saison à domicile. D'accord. Thomas, cette nouvelle philosophie de jeu de Stéphane Le Mignan, on peut dire qu'elle n'a pas tardé à prendre quand même si tout n'est pas parfait. Le bilan reste positif pour le moment, quoi. Le bilan, oui, dans les intentions, dans le projet, il est positif. Parce que clairement, il y avait des choses qui avaient été annoncées avant le début de saison et on a retrouvé cette volonté-là. La volonté d'organiser un jeu, de pas balancer comme les années précédentes. Voilà, on a retrouvé l'esprit de ça. Dans l'exécution, oui aussi. Après, c'est une vérité que les circonstances de match ont une vraie influence quand même sur l'efficacité d'une telle organisation. Et notamment, un cas de figure qu'on a très bien vu, c'est que qu'est-ce qui se passe quand Metz est mené au score. Et malheureusement, tous les matchs où Metz a été mis en difficulté cette saison sont des matchs où ils ont été menés au score, où on a certes arraché 2 miracles, Bastia-Laval, voilà, on a vu que 3, on n'aurait pas y accrocher les miracles, et on a encore un peu été naïf. Et ça, je pense que c'est peut-être le point un peu négatif que je garderai de cette équipe, notamment sur le côté défensif. Je trouve que cette équipe a certes une très bonne ambition offensive, qui est un peu endommagée par ce côté où quand on est mené au score, on n'arrive pas à trouver d'autres solutions que d'essayer de rentrer dans la surface et de se faire bloquer. Comme je l'ai expliqué lors du débrief du match de 3 justement, il faudrait un peu plus frapper de l'extérieur de la surface quand on est bloqué comme ça. C'était pas un truc qui était forcément automatique. Et il y a surtout ce côté naïf défensivement
où parce que tu as le pied sur le ballon, tu penses être intouchable défensivement, quitte à être trop ambitieux en défense, en faisant trop monter tes joueurs et en oubliant que l'équipe en face peut être bien compacte et peut te prendre en compte. Et je pense que le symbole de ça, c'est le deuxième but enfin, c'est le penalty que tu encaisses contre 3 qui vient d'une perte de ballon, où, entre guillemets, l'équipe en face, elle est en place et toi, tu es dans l'ambition de vouloir être très, très offensif, d'être trop confiant offensivement au point de délaisser ta défense. Et je pense que c'est ça qui est le truc qui est à surveiller et qui explique aussi en partie ces histoires notamment de matchs nuls. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est de voir que le Paris FC, par exemple, qui est actuellement leader avec 3 points d'avance sur nous, a eu 2 défaites. Et c'est toujours intéressant de se dire aujourd'hui, mentalement, on peut se dire, ouais, je préfère avoir une défaite et par exemple, je sais pas, peut-être 3 matchs nuls, imaginons. Finalement, comptablement, si l'adversaire va peut-être perdre un match de plus, mais va en gagner un plutôt que de faire 3 matchs nuls, peut-être que tu te retrouves plus comptablement, quoi. Donc c'est là où, certes, c'est bien des fois de pas perdre des matchs, mais à un moment donné, il faut quand même être assez strict dans ton jeu et pas être naïf. Et pour l'instant, cette équipe-là, défensivement, il y a ce Mais t'as petit raison, côté un peu naïf. défensivement, on s'est pris un but quasiment à chaque match, à part contre Martigues, mais c'était tellement faible Martigues Mm. que c'était pas étonnant. Mais à chaque match, tu te prends au moins un but. C'est Oui. quand même problématique. Et surtout, la manière est à chaque fois un peu, je trouve, naïve, quoi. C'est ça qui est un peu embêtant, sachant qu'on a quand même, de la base du milieu de terrain jusqu'à la base de la défense, à part des joueurs comme Sané ou comme, on va dire, Kwao dans une certaine mesure, c'est comme normalement des joueurs qui ont une certaine expérience, soit de la Ligue 1, soit même une expérience de haut niveau tout court, gardien compris. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as bien beau empiler de l'âge, il n'empêche que toutes les équipes de Ligue 2 savent que maintenant, face à Metz, si tu les mets sous pression défensive, tu as une chance de marquer. Et si tu as l'heureux hasard d'être le premier à marquer dans le match, tu as quand même de grandes chances aujourd'hui de partir avec minimum un point. Et c'est malheureusement la vérité de cette saison, hein, c'est les issues des matchs. Metz encaisse le premier but, Metz ne gagne pas le match. En fait, ce qui se passe, et j'ai encore vu ça hier à Frascati, c'est qu'on a une équipe de Metz qui a souvent une possession de balle, mais alors vraiment outrancière face à une équipe souvent plus faible qui n'ose pas jouer, en fait, qui est recroquevillée et qui joue les coups à fond, comme un peu le FC Metz. En fait, on se retrouve face à des équipes qui jouent comme Metz en Ligue 1. Hum, C'est parfois difficile si t'as pas cette efficacité offensive, parce que oui, tu peux avoir le ballon, tu peux tenter d'approcher, mais quand tu as une défense avec 2 lignes de 4 recroquevillées sur elle, c'est super difficile et tu prends du temps. Faut être très patient quand tu joues comme Ouais, Metz en ce ouais. moment pour pouvoir marquer. Et donc effectivement, en fait, tu joues pour pouvoir marquer, tu joues pas forcément pour pouvoir défendre. Donc je suis d'accord avec vous, il y a ce petit problème défensif qui n'est là que parce que en fait tu n'arrives pas forcément à marquer toutes tes occasions. Et une équipe qui joue comme Metz cette année, c'est une équipe qui joue pour marquer des buts, quitte à s'en prendre, mais qui est là pour marquer des buts. Et si tu ne marques pas de buts, effectivement, c'est con, mais tu t'exposes quoi. C'est ça le problème. Arthur, les Grenats sont quand même quatrième, même si les écarts sont encore très réduits. Est-ce qu'on peut quand même dire que le FCMS est dans le bon wagon? Le FCMS, c'est dans le bon wagon. J'ai quand même envie de compléter les propos de mes petits camarades et de nuancer un petit peu. Je pense pas qu'on ait un quelconque souci d'assise défensive, mais c'est plus difficile de défendre dans cette optique que lorsque tu es recroquevillé en bloc bas. Parce que quand tu es en bloc C'est bas, ça. certes, c'est un souci de concentration extrême. Tu es tout le temps sollicité quand tu défends, comme ce fut le cas en Ligue 1. Mais quand tu es une équipe qui domine et qui a le ballon, ben forcément, tu acceptes du déséquilibre, tu acceptes d'être exposé, tu acceptes de laisser tes joueurs âgés comme Ismaël Traoré en un contre un. Il s'en sort pas trop mal d'ailleurs, même si c'est un joueur qui préfère jouer un petit peu plus bas désormais. Ah, on t'entend plus, Ces Arthur. années derrière lui, Ah, attends, c'est
toujours difficile d'aborder cela. Il y a peut-être un petit souci d'efficacité défensive, on l'entend, et je pense que le FC Metz va progresser sur ça. L'arrivée de Benjamin Stambouli et son utilisation désormais au milieu de terrain avec Jesse Deminguet, elle va faire énormément de bien dans l'équilibre de l'équipe. Pour l'heure, en début de saison, on avait un Gauthier Hein qui était un petit peu obligé de redescendre d'un cran. Ses stats en pâtissaient aux grandes dames de la twittosphère messine. Ses stats en pâtissaient. Il faisait le travail dans l'utilisation du ballon, dans le lancement du jeu, des tempos avec Deminguet. Mais on voit quand même que c'est pas un numéro 6 ni un numéro 8. Il faut quelqu'un qui a l'expérience de ce milieu de terrain, qui va faire la faute quand il faut, qui va mettre l'impact quand il faut. Donc voilà. J'ai l'impression avec ce match d'Amiens que le dernier match en date, qui certes n'a pas été parfait, c'est un petit peu l'image de la saison. D'une part, on a peut-être trouvé une équipe type, avec Udol qui va reprendre sa place à la place de Falikandé. Et d'autre part, c'est un peu l'image de la saison parce qu'on a une première mi-temps absolument exceptionnelle. On voit tout le potentiel de cette équipe. Le potentiel de cette équipe, il est assez terrifiant. L'équipe d'Amiens a trop respecté le FC Metz en première mi-temps parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'équipes de Ligue 2 ont très très peur du FC Metz. Et c'est aussi en ça que c'est pas facile d'aborder les rencontres. Il y a eu cet accident contre Troyes. Je plaide la thèse de l'accident en tout cas, surtout quand tu fais un effort, je pense, démentiel pour revenir dans la rencontre et que tu encaisses au final ce deuxième but juste après, avec un penalty, avec, je pense, beaucoup de déconcentration. Et pour revenir à la question de base de Gérald, est-ce que le FC Metz est dans le bon wagon? J'ai envie de te dire oui, mais est-ce qu'on dirait ça s'il n'y avait pas eu cette force de caractère pour aller chercher des matchs nuls dans le temps additionnel en début de saison? Donc, en, s- faites tout ce que vous voulez avec ça. Il y a pas mal d'éléments, mais je pense que on a quand même beaucoup de choses positives à se mettre sous la dent et ça va tendre à s'améliorer. Si Ouais, vous je vous pense souvenez de la aussi. dernière trêve internationale, on ne pensait pas que le FCS allait faire un match comme ça sur la pelouse du Paris FC, en tout Enfin, cas la première mi-temps. tu parles de force de caractère. À domicile contre Amiens, on mène 3-0. On arrive quand même à se faire presque rattraper. On Bon, déroule une j'ai pas eu le très, très, sentiment qu'on très était belle. plus en danger que ça contre Amiens, malgré ça. On se prend des buts, on se prend des buts en Ouais, deuxième mi-temps parce mais en fait, l'énergie, c'est super énergivore, en fait, Hmm. quand tu n'as pas l'habitude, en plus, c'est une équipe qui a pas l'habitude de jouer. Les quelques joueurs qui étaient là depuis 3-4 ans, ils savent pas faire ça. Ils savent pas, parce que quand tu défends tout le temps, c'est fatigant, je suis d'accord. Mais les courses sont totalement différentes. C'est-à-dire que mm. là, c'est toi qui es tout le temps dans l'impulsivité, c'est toi qui es tout le temps voilà, vers l'avant, vers l'avant. Alors que quand tu défends, tu attends et tu te projettes. Là, il y a quasiment pas de projection, en fait. C'est très rare. Et c'est super énergivore. Et donc, quand tu mènes 3-0, à un moment donné, faut comprendre aussi que tu as envie de te dire, allez, c'est plus forcément à nous de jouer. On laisse l'équipe en face venir. Donc là, tu te retrouves à avoir un jeu plus équilibré, à avoir peut-être plus d'occasions de contre, mais aussi tu laisses, bah, tu t'exposes à l'équipe en face. L'équipe en face, normalement, comme a dit Arthur, si elle a pas peur, elle joue un peu plus et elle est capable aussi de marquer. Ah, c'est comme ça qu'on a perdu à 3 et c'est comme ça. Et on va prendre des buts. Encore une fois, on a un jeu qui Un prône peu quand même dangereux. l'attaque et qui fait qu'on peut se prendre des buts aussi, quoi. Mm. Mm. Après, le truc qu'il y a, c'est de voir aussi les buts que tu prends, la manière. Et très souvent, c'est pas les buts que tu prends cette saison, c'est pas en mode l'adversaire fait une très bonne construction et tu te fais détruire sur la construction. Je veux dire, même le match d'Amiens finalement, je veux dire, le premier but qu'on donne, C'est une qu'on donne, erreur de c'est une Deminguet, bien erreur. sûr. C'est une erreur de Deminguet avec donc du coup qui crée le déséquilibre, hein. On en revient toujours à ces questions de Stamboulis, c'est la même erreur, hein. Stamboulis doit lâcher la balle et il la perd face à un bloc milieu pointe haute qui était compact et derrière il joue la contre-attaque comme ça. Le deuxième Damien, c'est un coup franc. Encore une fois, après, le truc qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui,
normalement, dans le foot moderne, c'est plus difficile de marquer des buts que d'en encaisser. Et avec Metz, j'ai l'impression des fois que c'est un peu l'inverse, dans le sens où le peu de fois où, entre guillemets, il se laisse mettre sous pression, tu dis que ben, ça peut passer du mauvais côté, quoi. Et moi, je me souviens aussi d'un match, pour le coup, qui est un peu le symbole du match d'Amiens. Je sais pas si vous en souvenez, mais le match à Rodez, Mm. si vous réfléchissez bien, il a un peu la même physionomie, hein. Je dirais même que Rodez a peut-être mis plus d'intensité quand justement il devait essayer de revenir dans le match que Amiens. Et regardez, contre Rodez, on se fait, comment dire, on se fait recroqueviller sur notre défense, hein. Donc à un moment donné aussi, c'est le problème aussi d'avoir quand tu marques et que dans le cas de figure Rodez-Amiens, bah derrière l'adversaire réagit et te presse fort dessus. Ce que Martigues n'a pas réussi à faire. Clairement, Martigues a un peu abandonné son match dessus. Le but d'Amiens, le 3-1, enfin, le but avant la mi-temps, les gardes dans le match et aussi les changements. Ça aussi, on pourra en parler, mais moi, je trouve ça aussi un peu dommageable que je sais pas si c'est parce qu'il y a un manque de confiance dans le fait que la rotation peut aider dans le match. Mais ouais, par exemple, le match d'Amiens, les premiers changements, c'est à la 74e. Je crois que c'est peut-être quoi, Ndouki qui rentre, si je me trompe pas, d'ailleurs, avec la sortie De Stambouli, ouais. de Stambouli, d'ailleurs, qui en passage crée un petit déséquilibre aussi, je trouve, au milieu à ce moment-là. Mais bon, c'est pour dire que là aussi, à un moment donné, il faut aussi comprendre que, ouais, comme je l'avais expliqué après le match de 3, les adversaires, ils vont pas se laisser faire, quoi. Et pas parce que sur le papier, tu produis un jeu qui fait peur offensivement qu'à un moment donné, tu dois être ultra défensif et subir dans ta surface. Je dirais, les équipes ont le droit de réagir, quoi. Et elles vont pas se priver. Et quand elles réagissent, eh ben, on voit que Metz est pas aujourd'hui serein, quoi. Surtout dans Ah, cette Ligue 2 où tout le monde peut vraiment battre tout le monde. On n'est pas en Ligue 1 avec mm. des écarts de budget absolument colossaux, des écarts de niveau technique absolument colossaux. Bon, pour prendre l'exemple du PSG et puis des top équipes, c'est rare qu'elles se fassent attraper, sauf si Ouais, elles font pas bien les ça va choses. bientôt changer, ça, non? Ça va bientôt changer, ça. Bon, les Ouais. copains, c'est pas le sujet le plus original, mais malgré tout, je pense que voilà, j'aimerais quand même entendre chacun votre tour. J'aimerais que vous me donniez, pardon, vos tops et vos flops de ce début de saison. Je pense qu'il y en a. Virginie, à toi l'honneur. Ton top, ton coup de cœur, et puis peut-être le joueur ou les joueurs dont tu attends plus. Moi, je suis très contente de Sabali. Je trouve que là, il se révèle cette saison. Euh, le voir dans l'axe, ça m'étonne et je trouve qu'il s'en sort super bien. Donc, Sabali. Et Gauthier pour son dernier match, quand même. Et parce qu'on avait énormément d'attentes après lui. Et franchement, on voit qu'il a un potentiel incroyable. Donc, je pense qu'il peut vraiment être au cœur de cette équipe. Voilà. Je vais mettre Sabali et Gauthier. Au niveau des joueurs qui te déçoivent un petit peu, s'il y en a. Euh, Sané. Lequel? Sané, Lequel alors? Bah, Sadibou? il bouge, j'imagine. Hibou? l'attaquant qui, pour moi, manque cruellement d'impact, cruellement de puissance. Je trouve qu'il a vraiment du mal à exister cette année. Euh, donc oui, je vais mettre Sané. Alors, c'est Mais vrai que j'aurais peut-être pu mettre les deux. peut-être qu'en Ligue 2, c'est un petit peu, j'ai envie de dire trop physique. Ça se trouve, en Ligue 1, il serait peut-être plus à l'aise. Je sais pas, hein, je peux me tromper, mais c'est vrai qu'on l'a trouvé un peu frêle. D'ailleurs, il a perdu énormément de temps de jeu, le pauvre du Boussané, mais on sent qu'il a du ballon, quoi. C'est vrai que on aimerait le voir à ce niveau-là. Bah, merci pour cette réponse. En tout cas, je m'attendais pas à celle-là. Thomas, tes tops et tes flops pour ce premier quart de Alors, saison. ouais, mes tops. Alors, bon, Savali, indiscutable. En deuxième, je vais mettre quand même Kofi Kwao, parce que là, je vous avoue que ça me fait énormément plaisir de voir qu'il remet à la place quand même un certain coach roumain qui l'a bien foutu sous le bus en pré-saison de l'année dernière, hein, avec l'arrivée de Colin. On va pas refaire Mm. l'histoire, hein. Donc non, Kwao, je pense que c'est un flop et c'est même, je pense, une bonne surprise finalement parce que faut pas oublier que au mois de janvier dernier, il devait partir à Zagreb selon les rumeurs et que finalement il est là et qu'aujourd'hui il est titulaire, qui met non seulement
qui met du coup Colin bien sur la banquette malgré sa prolongation de contrat. Donc là aussi, ça fait. C'est un sujet intéressant. Il bloque aussi, il faut le dire aussi quand même, le retour de Van den Kerkhoff certainement dans l'effectif. Hein, ça n'empêche, donc c'est dire à quel point quand même là aujourd'hui clairement c'est misé sur lui. Puis voilà, il y a des matchs assez solides, de l'impact offensif, défensivement c'est quand même là aussi ça rentre dedans également, voilà quoi. Et puis il y a une prestation pour moi XXL, c'était le match contre Lorient à domicile. Je pense que ceux qui l'ont vu, il était extraordinaire sur son côté droit. Donc Kwao en 2 et en 3 hésitation entre Udol et Hein. Hein, parce que Hein, ce qui m'embête, c'est que c'est un peu timide sur premiers matchs. Là, c'est mieux sur les derniers. Donc là-dessus, ça me va. Udol, je trouve que par contre, Udol, ouais, l'impact offensif d'Udol, bah, d'ailleurs, bonne nouvelle parce que je pense que l'impact offensif d'Udol a aussi grandement contribué à la fin de ce que j'appelle cette aberration du système à 3 centraux pur avec deux pistons. Et parce que ce truc de garder Udol central gauche et de mettre Monsieur Candé latéral piston gauche était pour moi une aberration. Et donc c'est bien aussi qu'il montre qu'il est présent malgré le fait qu'il y ait ces rumeurs de départ à Saint-Etienne, que le gars ben, répond présent notamment offensivement, et vu ce qu'il apporte. Enfin c'est quand même assez extraordinaire d'avoir aujourd'hui deux latéraux qui offensivement peuvent autant apporter. Je pense que cet impact de deux latéraux autant offensifs en même temps, est-ce qu'il ne faut pas remonter à l'époque Bussmann-Métanire quoi? Enfin, généralement c'était plus l'un côté ou de l'autre. On se souvient qu'à une époque c'était Baliou qui était plus présent, le côté gauche qui était un peu plus en difficulté. Après c'était, on se souvient, enfin Delaine était, enfin il y avait son Tonce Delaine peut-être qui rentre dans la discussion peut-être aussi, il faut pas exagérer. Mais c'était aussi assez offensif. Mais en tout cas voilà, c'est bien quand même d'avoir ça. Et je présume que tu attends mes flops. Alors, juste avant tes flops, je voudrais Ah revenir sur Kwao. ouais, Déjà, je voulais te dire qu'hier, il n'était pas titulaire en fait contre Serein. Et ouais. c'est Colin qui a débuté dans ce qu'on pourrait appeler une équipe type, hein, parce que le Mignon a vraiment mis son équipe, entre guillemets, son équipe type avec les joueurs présents sur la pelouse. Et c'est Colin qui était là, qui a fait vraiment une heure magnifique avec beaucoup de débordements, qui jouait très très haut. Il a délivré une passe décisive et tout. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Kouao est rentré, bien sûr, après. Et Van de Kerkhoff est rentré aussi. Hmm. Et ils ont fini le match tous les deux ensemble. Alors, Donc VDK un peu plus haut, c'est ça? VDK un peu plus haut avec Kouao Ouais. un peu plus voilà, en central droit, pardon. Et voilà, c'est juste pour te dire qu'il y a, je pense, il y aura concurrence. Donc, quoi qu'on puisse en dire, même si moi aussi je suis à fond derrière Kwao et je suis vraiment heureux de le voir à ce niveau-là, surtout donc, comme on sait qu'il a failli partir, c'est vraiment un joueur qui respire la bonne humeur, qui est content d'être là et qui vraiment qui emmène tout le monde avec lui. Mais il faut, voilà, je tenais quand même à réhabiliter Colin parce que je trouve que c'est vraiment un joueur qui a du ballon et qui est capable de faire des belles choses. Et Kevin Van de Kerkhoff qui revient et qui va revenir et je pense qu'il va peut-être rajouter voilà quelque chose un petit peu de concurrence dans cette équation. Voilà. Maintenant tu peux me dire. Comme quoi, mon cher Gérald, Maxime Collin, il ne fait pas que des passes décisives à Jude Bellingham, il en fait aussi à ses partenaires du FC Metz. Et Voilà. c'était une affaire de consigne l'an dernier, si on ne le voyait pas très haut sur C'est le terrain. ça. C'est ça. C'est ça. Alors tes flops Thomas? Alors, mes flops. Ton Alors, flop. ouais, bah, T'en as j'aurais pu en plusieurs. Ok. trouver trois. Non, j'aime bien les top 3. Non, pour moi, un flop, voilà, tu mises par rapport aux attentes de l'avant-saison et tu vois ce qui se passe là. Et moi, dessus, j'en ai un peu trois. Alors, je pense que Elisor, oui, parce que, alors après, encore une fois, il y a la blessure en fin de Hmm. préparation, je sais pas à quel point elle change l'équation dans l'histoire et aussi, mais enfin, elle change beaucoup pour moi l'équation dans l'histoire peut-être, mais c'est un fait que Elisor, par rapport aux attentes que l'on a, par rapport au fait que Metz misait vraiment sur lui pour être le buteur cette saison, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il a été passeur, mais il n'est pas vraiment buteur impactant dans la finition. Donc ça, c'est pour moi effectivement un flop qui est à souligner. D'ailleurs, il peut remercier certainement Sabali de bien performer parce que je vous garantis que si Sabali n'était pas aussi bon que ça,
tout le monde aujourd'hui pointerait son doigt sur Elisor. Mm. Tout le monde. Et il a une chance énorme, c'est d'avoir Sabali qui marche sur l'eau, ce qui fait que le bilan, quand on fait le bilan de l'attaque du FCMS, on n'est pas sur bah ouais, les attaquants sont pas bons parce que bah, Sabali porte la chose et donc on Petite pointe pas question, notre Thomas, doigt. juste. Oui. Est-ce que tu penses que Elisor ne serait pas titulaire indiscutable ou presque si Sabali ne marchait pas sur l'eau à ce point-là? La question, elle se pose pas Ouais. puisque Elisor est revenu seulement il y a 3 matchs et il était Hmm. blessé toute la première partie de saison. Donc on peut Ouais. pas l'incriminer pour ça, je pense. Non, on peut pas, non, mais par contre, là, on l'a vu, quand même, on le voit là sur la situation à l'actuelle où tu dois faire des choix sur l'attaque aujourd'hui, et surtout par rapport au. Enfin, je pense aussi que l'arrivée de Hein, en fait, change aussi pas mal de choses parce que l'arrivée de Hein fait que tu te vois, évidemment, tu mets Hein titulaire, mais tu te vois pas mettre Jalot sur le banc. L'arrivée de Stambouli, elle ferme la chose, ce qui fait que aujourd'hui, avoir deux attaquants purs, en fait, c'est quasiment impossible parce qu'en fait, Ouais. l'arrivée de Hein bloque cette idée. Et en On fait, passe tu en dois faire un choix. 4-2-3-1 finalement. On n'est plus dans un Ouais, 4-4-2, on passe en exactement. 4-2-3-1. Tu es dans ça et donc Hmm. aujourd'hui, tu dois faire un choix entre quatre attaquants Sabali, Elisor, Ibou Sané et Joël Azoro. Voilà. Donc là, aujourd'hui, tout est réuni malheureusement pour qu'il y ait une sorte de situation ultra concurrentielle sur l'attaque. Et Elisor aujourd'hui, effectivement, ben, qu'est-ce qu'il va faire contre un Sabali qui en est à 8 buts et il va rien faire du tout. Point, voilà. Et malheureusement, c'est à voir quand Sabali va peut-être avoir une baisse de régime, s'il va pouvoir se montrer et il va falloir qu'il se montre. Hein. Donc lui c'en est un. Deuxième flop, je suis d'accord avec Virginie sur Ibou Sané. Je pense que Ibou Sané, c'est autant un flop à mon avis du point de vue de nous supporters. Je pense aussi que du point de vue de la direction, la trajectoire que prend le projet Sané. Alors je vais pas utiliser le mot, enfin l'abréviation en 4 lettres que j'aime bien utiliser à propos de Sané. Hein, je vais être assez respectueux cette fois, commençant par un D et se terminant par G. Hein, vous retrouverez la référence. Mais l'idée, c'est que je pense qu'il s'attendait à avoir un Sané qui, effectivement, impacte beaucoup plus l'attaque. Et en plus, ils se sont dit qu'avec la blessure d'Elizor, ça tombait bien. Parce que du coup, là, il allait être vraiment un élément important de l'attaque, en n'anticipant pas, en faisant pas une, enfin, en cherchant pas à anticiper ce qu'allait faire Sabaly. Et c'est vrai que pour l'instant, Sané, c'est encore timide, il n'est pas encore prêt aujourd'hui, malgré ce que je pense le Mignon pensait certainement faire de lui en avant-saison. Donc certainement que ça va sur ça. À voir comment ça se déroule bien sûr. Et dernier flop pour terminer sur ça, j'ai longtemps hésité de savoir qui c'est que j'allais embarquer dans ma brouette à ce sujet. Et en vrai, je trouve quand même que Jalot, ça m'embête un peu. Jalot, je trouve qu'il y a eu le premier match de la saison, mais Jalot, j'attends d'un truc notamment qui me gêne, c'est ce que j'expliquais sur le fait que quand tu joues face à des adversaires qui sont bien en bloc dans la surface, putain, sa papa de gauche, oui, on sait qu'il peut frapper, on sait qu'il peut. Ça ose pas autant que ça, et je sens pas l'impact dans le jeu offensif autant que par exemple un Hyde qui est un peu, je dirais, censé être son alter ego la zone ou dans la ligne un peu verticale que l'on trace un peu sur le terrain. Et, et Jalot, c'est quand même quelqu'un qui est l'un des. On peut le dire, je pense que c'est avec Sabali les joueurs sont peut-être les plus. Enfin, qui sont arrivés les plus. Comment dire? Qui sont arrivés les années. J'arrive même pas à dire comment je peux dire ça. Qui sont les plus anciens, entre guillemets, de l'effectif du FCMS, hein, pas en termes d'âge, mais en termes d'années au club. Euh, à un moment donné, voilà quoi, j'aimerais quand même qu'ils prennent aussi des responsabilités parce que c'est un peu trop inconstant, Jalot. Voilà. Hmm. Comme Donc c'est un d'habitude, c'est du peu. Jalot, hein. Hmm. C'est C'est vrai que c'est inconstant dans les matchs, c'est inconstant dans les saisons. Ouais. il est capable du meilleur comme du pire, on est d'accord. Exactement. C'est J'aimerais quand même l'énigme Jalot. entendre Arthur avant que l'émission se termine. Arthur, tes flops et enfin, tes tops et ton flop, si tu en Bon, as. je vais commencer par le positif. Pour être un petit peu original, j'ai quand même envie de, de saluer le début de saison de Jessie Deminguet. Merci. Encore plus Enfin, depuis je que l'attendais. Benjamin Stambouli. Enfin, quand il n'y avait pas Benjamin Stambouli, c'était le seul qui jouait ce rôle de régulateur au milieu de terrain. Et même quand on regardait les matchs ensemble, Gérald.
je le regardais, je me suis dit, mais purée, tout ce qui, alors il y a eu quelques erreurs dernièrement, mais tout ce qu'il fait, c'est Mm. propre, il met le C'est pied sur le phénoménal. ballon, C'est il fait phénoménal. la bonne passe dans le bon tempo, c'est clairement un joueur de Ligue 1, Jesse Dominguez, et c'est une chance incroyable d'avoir un joueur comme ça dans la construction du jeu du FC Metz. C'est un régal, c'est un joueur qu'on aurait dû avoir l'an dernier. Je m'identifie un petit peu à lui parce que alors pour des mauvaises raisons, parce que j'arrive plus à courir quand on joue au five et j'aime bien faire des passes à la Jessie Deminguet parce que ça ça me demande moins d'efforts de course vers l'avant. Non mais blague à part, c'est un joueur qui est absolument génial et c'est il y a pas d'autre mot. Son début de saison, il est magnifique. En deuxième top, ce sera mon deuxième top. Je pourrais saluer beaucoup de monde aussi. J'ai envie de donner une mention à Mathieu Edol parce que son intersaison, elle a quand même été assez mouvementée. Il avait des envies de Ligue 1, le FCMS l'a bloqué. Et à partir du moment où le FCMS l'a bloqué, bah, il aurait pu bouder comme un Kevin Van Kerkhoff, par exemple, même si lui, il s'est blessé en début de saison. On va un petit peu le laisser tranquille pour le moment. On l'a assez taclé l'an passé pour son manque de son manque d'envie par moment. Mais le début de saison de Mathieu Hudol, il est fantastique aussi. Il est décisif, il marque, il fait des passes décisives, il défend dur, que ce soit à 3 derrière sur certaines phases de jeu ou alors à 4 quand il prend son couloir. Il est juste parfait et j'ai l'impression qu'il s'éclate dans ce dispositif de Stéphane Lemignan. Et le FC Metz a beaucoup de chance d'avoir un capitaine comme Mathieu Hudol. Je lui souhaite de continuer comme ça sur cette saison et de guider ses partenaires vers la Ligue 1. Enfin, en rayon des flops, c'est difficile. Je suis assez d'accord avec certains de mes camarades. J'avais pas d'attente démesurée sur Ibou Sané, étant donné que c'est un jeune joueur. C'est peut-être un peu difficile de le considérer comme un flop. On pourrait évoquer le début de saison d'Alexandre Oukidja qui est en deçà des attentes qu'on peut avoir sur un gardien aussi expérimenté. Mais depuis le match du Paris FC, il a su se remettre au niveau et faire des choses plus rassurantes pour sa défense. Et Ablaye Jallow, oui aussi. Il fait du Ablaye Jallow, comme le disait Virginie, il est un petit peu en demi-teinte, et c'est un peu normal aussi que Gauthier Hein prenne le lead en numéro 10 parce que ben, tu ne peux pas compter sur un intermittent du spectacle pour donner le là. Il va te faire des belles choses de temps en temps, Ablaye Jallow, mais c'est peut-être qu'il va perdre sa place sur les prochains matchs, d'autant plus en retour de trêve internationale. Et c'est pas mal d'avoir cette concurrence. Et très rapidement, on peut que saluer aussi Stéphane Lemignan. Il a transformé Tchèque Évidemment. Sabali en numéro 9 et il a transfiguré cette équipe. Il a redonné de la joie aux supporters qui l'adorent. Ils adorent Stéphane Mignan, les supporters du FC Metz. La tâche, elle était vraiment pas aisée du tout vu ce qu'on a mangé la saison passée. Donc voilà, petite touche de positivité pour finir cette émission en disant merci pour le moment sur ces quelques matchs à Stéphane Mignan et ce qu'il a insufflé. J'espère que ça va durer déjà sur cette saison et aussi dans les années. Bon, les copains, pour cette troisième partie de l'émission, j'aimerais que vous jouiez les oracles et que vous me donniez vos prévisions pour la suite de la saison. Le FCMS donc monte en puissance. Est-ce que ce sera suffisant pour faire la saison que tout le monde attend? Virginie, à toi de jouer. Tire-nous les cartes, s'il te plaît. Est-ce que tu vois le FCMS continuer sur la lancée et progresser? On est un peu les experts de la montée en Ligue 1, de la descente en Ligue 2, de la remontée en Ligue 1, de la redescente en Ligue 2. Donc pourquoi pas encore cette année, avec une équipe qui est très agréable à jouer. Je pense un bon groupe. Donc oui, je pense que le FCMS a vraiment ses cartes à jouer. Attention, la concurrence est rude. Le Paris FC va peut-être changer un peu de dimension dans les prochains mois. Et puis Lorient aussi. Lorient qui est quand même une équipe solide pour moi. Il y a quand même du monde. Mais effectivement, je vois quand même Metz. Alors peut-être pas champion, mais au moins deuxième. Non, mais c'est pas mal ça. Thomas, d'après toi, le FCMS est-il le meilleur club cette saison? Et est-ce qu'il va réussir à le prouver enfin? Est-ce que Metz c'est le meilleur club cette saison? Non. Enfin, en fait, il n'y a pas de meilleur club cette saison dans cette Ligue 2. Ça, c'est clair. Et
Moi, j'aime bien être un peu pessimiste dans la vie. Ça ne peut faire que de bonnes surprises à la fin. Mais moi, je dirais, je pense que Metz est barragiste, sûr. Mais je pense que Metz est barragiste. Alors, barragiste Ligue 2, troisième, du coup. Et je pense qu'ils vont aller chercher leur montée en match de barrage contre le barragiste Ligue 1. Contre la Voilà. Saint-Etienne. Quel Bah non enfer! mais Quel non mais enfer! ouais mais en même temps enfin moi je trouve que ça serait quand même un bon remake dans le sens où potentiellement ça peut être deux dynamiques qui sont totalement à l'opposé du coup enfin d'ailleurs la même dynamique mais inversée pour le coup. Pourquoi pas mais ce serait marrant mais non mais je pense qu'il y a ça peut aller dans ce sens-là et parce qu'encore une fois aujourd'hui Paris Paris le problème c'est que Paris on sait pas si leur prochain mercato par exemple ça peut mettre l'équipe à terre. Le fait qu'il y ait de nouveaux arrivants, que les joueurs savent pas, peut-être qu'ils vont se faire dégager de l'effectif, hein, ça peut arriver. Et peut-être qu'ils peuvent se cracher. Et dans ce cas-là, ben, on passe dans une prédiction d'être plutôt deuxième, voire peut-être même champion. Et c'est là où comment dire, l'élément du rachat du Paris FC peut en fait beaucoup changer de choses dans le reste de la saison. Mm, mm. Arthur, le mot de la fin, enfin le mot de la fin. Je vais lancer un sujet. Je suis désolé, je suis obligé d'en parler parce que j'ai eu le débat cette semaine dans le Gros Limag avec Franck Signorino. Peut-on imaginer donc autre destin pour le FC Metz qu'une nouvelle montée directe? Mais est-ce que ce serait vraiment une bonne chose? Alors je sais, ça peut Oh, paraître j'ai 4 heures là ou? ça peut paraître un petit peu parce que moi je fais partie des gens, comme tu le sais Arthur, on en a déjà parlé, qui prônent une prise de temps, enfin vraiment prendre le temps pour monter, pour préparer une vraie montée. Parce que pour moi, remonter directement comme ça, alors que tu démarres un nouveau cycle, je suis pas certain. En fait, c'est un peu ce qui nous a fait défaut avec Bologna. Quand on est remonté direct, on n'était pas prêt finalement et on n'a pas C'est-à-dire eu. que tu trouves qu'on n'était pas prêt et qu'on avait un attaquant géorgien qui faisait que des miracles et qui faisait gagner les matchs à Ouais, lui tout seul? complètement. Ah, c'est sûr. Complètement. Non, mais voilà. Alors, je sais que c'est important pour l'argent, tout ce que vous voulez, et pour le prestige, pour le public, remonter en Ligue 1, ok. Mais est-ce qu'on n'est pas fatigué aussi de remonter pour remonter? Et finalement, est-ce que notre place serait pas de Mais faire tu commences des une, deux cycles, tu saisons? commences des nouveaux cycles chaque année, Gérald, de toute façon. Ça se prépare, mais tu sais très bien que une montée en Ligue 1, ça rechange forcément la donne. Parce que bah, tu affrontes plus Martigues, tu affrontes le PSG. Enfin, c'est quand Hum, même. hum, hum. La marche est super haute. Donc, c'est même, tu peux la préparer aussi bien que tu le veuilles. Tu peux pas arriver en Ligue 1 en disant bah, c'est bon, on a super bien préparé la saison parce que tu n'auras pas les sous pour lutter contre la plupart des équipes en Ligue 1. Donc, je pense pas que ce soit une question de préparation. Je pense que c'est une question de disparité entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Tu as un écart qui est quand même assez important. Notre niveau, il est entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Trop faible pour la Ligue 1, trop fort pour la Ligue 2. Faut voir pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à investir plus fortement quand on monte en Ligue 1. Pourquoi on n'arrive pas à être... On le sait, on connaît les raisons. on connaît les raisons, mais c'est ça qui est frustrant. Donc pour moi, c'est pas une question de temps, pas une question de préparation, c'est une question de budget que tu veux mettre en Ligue 1. Je Arthur? pense quand même que si cette équipe du FC Metz monte, avec la philosophie de jeu qui est mise en place, avec Sabali est meilleur buteur, mais il y a pas de joueur star dans cette équipe. C'est un vrai collectif. On essaie de faire en sorte que bah, ce n'est pas un joueur qui te tire l'épine du pied à chaque fois. Alors, crédit énorme à ce qu'il fait Cheikh Sabali, parce que c'est exceptionnel, mais pas sûr qu'il en ferait autant dans d'autres dispositions, sans les joueurs derrière pour lui mettre des bons ballons, sans la confiance de Lemignan. Enfin bon, c'est plein de facteurs. Et cette équipe du FC Metz me semble plus armée sur le papier, parce que attention, sur le terrain, il peut s'en passer des choses. Elle me semble plus armée cette année pour monter et construire quelque chose de périn en Ligue 1 que, que l'équipe de la Slovénie. On savait déjà que c'était pas folichon dans le jeu. Mais on en est qu'au quart Ouais, c'est de la vrai. saison. L'équipe va sans doute progresser. Ça se trouve, on va se casser la gueule, hein, ça peut arriver aussi. Hein, Oui, ça mais peut arriver, bien sûr.
Ce que je ne pense, Et ce que je j'entends ne ce que tu es pense en train pas. de dire. En gros, c'est que là, si on montait en Ligue 1 maintenant, et si on était monté avec cette équipe-là l'année dernière, il y a de fortes chances qu'on se serait maintenu finalement. Ah oui, Sans clairement, clairement. Mikotadze, quoi. Voilà. Clairement, on a l'impression que, enfin, quand tu vois des Hein, Deminguet, Stambouli au milieu de terrain, je suis désolé, mais pour moi, c'est un milieu de terrain de Ligue 1. C'est Mm, mm, autrement plus mm. qualitatif que, alors, grand respect pour ce qu'ils ont fait, et pour le fait qu'ils se soient dépouillés, mais Danny Jean-Jacques, Kevin Endoram qui alternait le bon et le moins bon. Et on avait parfois Joseph Ndukidi dans ce milieu de terrain. On n'avait pas vraiment de numéro 10. Ça pouvait être Ablaye Jallo, qui, on le sait, c'est un intermittent du spectacle. Donc Arthur voilà. Atta aussi. Ouais. Ouais, ouais, qui était encore tout jeune à l'époque en Ligue 1, qui aurait pu avoir sa place aujourd'hui dans ce FC Metz. Quand tu Il vois est ce que fait parti. Camara, quand même, tu te dis qu'on a loupé des Ah choses. oui, je l'oubliais, Lamine Camara. C'est le, il fait de super belles choses à Monaco. On savait qu'il avait un potentiel, mais la Slobolonie ne savait pas l'utiliser parce que il le mettait en numéro 10 et il lui disait gamin, débrouille-toi, fais-moi gagner les matchs, mais ça se passe pas comme ça, surtout avec un joueur qui est parfois un petit peu nonchalant, qui a besoin de se faire vilipender par moment par son entraîneur pour montrer le maximum de son potentiel. Mais je pense quand même que ce FC Metz fait partie de trois équipes favorites pour la montée. Manque de peau, il y a que deux montées directes. Mais bon, si c'était les favoris qui montaient à chaque fois, ça se saurait. Et pour préparer un petit peu ta question, Gérald, je me suis amusé à regarder le classement de Ligue 2. J'ai l'impression que jusqu'à la 14e place, avec Caen qui fait un début de saison désastreux, à l'image du FC Metz il y a 2 ans. Alors, peut-être que c'est l'effet Mbappé, je sais pas. Enfin bon. Caen, Clermont, même Ajaccio, Pau est une équipe qui peut créer la surprise. Laval aussi, Amiens aussi. Bastia, je monte le classement, hein. Guingamp a fait un super début de saison. On arrive à Grenoble et Annecy aussi en dessous du FC Metz. Dunkerque au-dessus du FC Metz, c'est une magnifique surprise. Bon, en dessous, j'ai l'impression que le Red Star, Rodez est un peu rentré dans le rang, ça va être difficile pour eux. Martigues et Troyes, ce sont clairement les deux équipes les plus faibles du championnat. Même si Troyes pour le moment, même si Troyes a de la qualité, la preuve, Troyes a battu le FC Metz. J'ai l'impression qu'on se dirige vers si je dois jouer les oracles, vers un top 3 Paris FC, Lorient, Metz. Et après, les deux autres spots en playoff, il y aura forcément des surprises, je pense. Donc, Donc tu dirais est-ce que comme Thomas finalement, Metz troisième. je sais pas, Metz est dans le top 3, mais je suis pas sûr que ce soit la troisième équipe et ce serait pas scandaleux que le FC Metz termine derrière Lorient et le PFC. Mais d'un autre côté, ce serait pas scandaleux que le FC Metz termine champion de Ligue 2. C'est vraiment ultra homogène cette année. J'ai pas l'impression qu'il y a une équipe qui se dégage, même le Paris FC. Alors on parle des moyens colossaux du Paris FC. Je suis pas sûr que l'intérêt du Paris FC et le président Pierre Ferracci, je pense qu'il a la tête sur les épaules. Il sait qu'il faudra pas complètement dézinguer un groupe en plein milieu de championnat, sauf si ça se passe mal. Mais j'ai pas l'impression que ça se passe mal pour cette équipe du Paris FC qui a déjà fait un super recrutement. Si grosse bille il y a mise sur le mercato, ce sera si le PFC monte en Ligue 1, ce sera très certainement pendant l'été prochain. Et c'est ce genre de modèle, bah, il faut investir en Ligue 1. S'il y a une équipe qui serait armée aussi pour monter, c'est le Paris FC. Si le FCMS monte, bah, le FCMS va devoir être malin, comme Fred Harpinon a su le faire sur ce mercato de Ligue 2. Et là où on a encore un élément différenciant d'il y a 2 saisons en Ligue 2 avec la Bologna, c'est que il a fait un petit peu avec ce qu'il avait. Il a très bien fait à l'époque. On va pas totalement le taper non plus, la Bologna avec les joueurs de retour de près de Serein, Mikotadze, Jalot, Maziz. Il a fait un petit peu du Didier Deschamps, hein. Il a bétonné derrière et il a laissé Ah, t'as frisé les Arthur. individualités s'exprimer. Je grossis un petit peu le trait. Donc voilà, j'ai l'impression que cette équipe du FCMS, elle a toutes les armes pour monter et que en termes de jeu, ça ne peut être que mieux. Là où une équipe comme Lorient, attention au mercato d'hiver, même si on n'est jamais à l'abri du côté du FCMS au niveau des ventes hein, en hiver en Ligue 2, on l'a vu Mm. par le passé. Ah, il y aura des départs, c'est sûr. C'est sûr, Peut-être, l'effectif bah, est j'espère trop que le imposant, départ, ce quoi. sera plutôt du côté d'un VDK que d'un Mathieu Edel, par exemple. Mais attention, une équipe comme Lorient a des joueurs à forte valeur marchande, comme Mm. Eli Junior Croupi, pardon. C'est un joueur c'est un joueur de Ligue 1, ce mec. Donc voilà.
le D'ailleurs, mercato d'hiver va peut-être rebattre encore des cartes. petite info en off que j'ai entendu, que j'ai glané au bord de terrain, je ne dirai pas de qui. On a un jeune donc de Génération Foot qui s'appelle Idrissa Gueye, qui s'est blessé au mois d'avril, qui s'est fracturé la jambe et qui donc à Metz depuis et qui se soigne et qui commence tout doucement à retrouver des sensations et qui devrait normalement, enfin c'est le but de l'opération, devrait pouvoir retrouver les terrains au mois de décembre. Alors, peut-être pas tout de suite pour intégrer, parce qu'il est jeune, hein, il va sur ses 18 ans, peut-être pas pour intégrer l'équipe première, mais déjà pour la réserve. C'est pas exclu que ce soit comment dire, notre renfort hivernal en attaque. Non, En je tout pense pas cas, quand même. en Je tout cas, pense qu'on a appris les. j'entends ce que tu dis, Arthur, ce que vous dites tous les trois, hein, je pense, c'est plus ou moins le moment quand même de monter, parce que enfin, on a un projet de jeu. Ce serait l'occasion peut-être de monter et de rester enfin pendant quelques années en Ligue 1. En tout cas, Thomas, Autant peut-être. Gérald on n'a pas parlé, après je laisse la main à Thomas, bah, du volet économique. Là, budgétairement, on est un petit peu encore un club de Ligue 1 avec ce qu'on a reçu des droits TV. Alors j'exclus tout ce qui est crise, de ce qui se passe en ce moment avec DAZN, avec beIN, mais le FCMS, s'il ne remonte pas immédiatement, pour un petit peu simplifier les choses, la saison prochaine, il touchera vraiment des droits TV d'un club de Ligue 2 et ce sera peut-être encore plus difficile de tenir certains joueurs. C'est pour ça que la montée immédiate, c'est très dur à faire, mais d'un autre côté, Ouais, c'est budgétairement, c'est là où essentiel, tu as ouais. plus de marge De pour garantie, ouais. réussir l'opération montée. Pour ne pas végéter en Ligue 2 comme beaucoup de clubs, le FCMS a connu ça un peu par le passé. Donc, si une montée se présente, il faut la saisir. Je pense quand même que c'est pas grave si tu rates la montée et que tu as un projet de jeu cohérent. La preuve, regardez le Paris FC, même si c'est un club de Ligue 2, qui s'est construit petit à petit. Donc, ouais, c'est très difficile de garder le cap dans ce championnat quand tu ne montes pas. Thomas, rapidement, ton avis sur la question? Ouais, le truc qu'il y a, c'est que autant je pensais en avant-saison que c'était pas évident qu'effectivement tu construises un effectif pour jouer la montée. Le problème, c'est que tu as gardé beaucoup d'éléments d'expérience dans cet effectif. C'est-à-dire que même, et puis c'est pas ça, c'est que Deminguet, par exemple, étant prêt, on le sait que si il y a montée et uniquement dans son cas, l'option est levée. Si ce n'est pas le cas, bah, il repartira. Euh, Ben, le fait est, c'est que tu as par exemple quelqu'un comme Oukidja qui était aussi un gros salaire quand même sur ta masse salariale. Tu as encore Traoré, tu as maintenant Stambouli. On peut dire ce qu'on a envie, mais c'est vrai qu'un joueur même comme un joueur comme par exemple Jalot quand même qui mine de rien est là depuis assez longtemps aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que et même Udol, si je le rajouterais également dans l'histoire, ce que j'ai pas, ou même la prolongation de Colin. En fait, le message est clairement pas pour on reconstruit cette saison. C'est-à-dire, enfin, on reconstruit cette saison pour éventuellement pas forcément jouer la montée cette année, mais la montée l'année prochaine. Clairement, le fait d'avoir, par exemple, pas d'avoir tranché, je prends un exemple très simple, mais d'avoir gardé Ukidje et de ne pas avoir fait confiance à Ditch, par exemple, en avant-saison, le fait d'avoir attendu le maximum possible de voir si Traoré allait dire oui ou non et pas passer à autre chose, c'est une preuve qu'ils veulent quand même jouer la montée cette année, quoi. S'ils voulaient pas jouer enfin, obligatoirement la montée cette année et faire un vrai projet de reconstruction solide en disant dans le sens l'année prochaine on jouera la montée, cette année on est dans une année de transition, voilà, on n'aurait pas pris les profils qu'on a pris. Et on aurait beaucoup plus misé sur des jeunes. Un Ata, par exemple, n'aurait pas été peut-être, enfin, aurait pas été, on n'aurait pas été laissé de côté comme il a été, il serait pas parti. Euh, voilà, il y a clairement ce côté où le message il est clair s'ils veulent remonter cette année encore. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Il y a les deux sons de cloche. Je pense que certains diraient que ce serait bien de faire une vraie transition, de pousser des jeunes avec un salaire plus faible du coup, ce qui fait que ta masse salariale, tu peux plus t'encaisser si tu ne montes pas à l'issue de cette saison-là. Là, effectivement, si tu montes pas à l'issue de cette saison-là, tu pourras pas assumer la masse salariale que tu as actuellement l'année prochaine et tu vas avoir, ben, si vous prenez l'exemple, hein, un mec comme Udol, un mec comme Oukidja, évidemment Deminguet, certainement Stambouli, voire également un Traoré, ça va être quand même une vraie reconstruction l'année prochaine, si jamais tu ne montes pas. Donc, c'est quand même un peu un gros pari qui est fait cette année.
Virginie, tu as le droit au mot de la fin sur ce sujet. Oui, pour moi, tu construis un vrai milieu de Ligue 1. Donc, pour moi, ta construction sur la montée possible, elle se fait actuellement. Donc, oui, pour moi, on joue la montée, on a nos cartes à jouer. Et je pense que si on monte en Ligue 1, avec cette philosophie de jeu, avec cet entraîneur, avec ce public, avec ce milieu, je pense que tu peux rester quand même plus qu'une année. Donc, j'ai vraiment envie de voir la suite. C'est vrai que l'année dernière, on avait un peu la tête sous l'eau, on était saoulés même de voir des matchs, on se disait « Ah non, on va encore prendre une pilule ». On en avait marre de ne pas voir jouer le FC Metz. Et cette année, on a plaisir à aller au stade, on a plaisir à voir cette équipe jouer. Et alors je sais qu'il y a des histoires de gros sous, hein, c'est normal, mais déjà, quel bonheur de voir une équipe qui joue, c'est vraiment important. Donc on a envie qu'elle monte, on a envie de vivre une autre Ligue 1 que ce qu'on a vécu l'année dernière. Je pense qu'il va falloir quand même avoir un renfort au niveau de l'attaque parce que compter que sur la très très bonne forme de Sabali, qui je pense, là il est en sur-régime, hein, je pense pas qu'il continue à marquer un but par match comme ça, enfin ce serait super, mais j'ai du mal à y croire sur la durée, donc au mercato pour moi c'est très très important d'avoir un vrai bon attaquant. Supplémentaire et je pense que tu monteras pas si jamais tu fais pas cet investissement. Très bien, magnifique. Et bien les amis, le talk touche à sa fin. C'était une belle émission, merci beaucoup. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. On se retrouve très vite sur lesgomes.com et puis bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro du talk. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Ciao. Ciao. Ciao.